Nous continuons sur des informations sur la structure de la Terre. Vous avez une diapositive. Au centre de cette diapositive, vous avez le globe terrestre et avec la graine au milieu, c'est-à-dire le noyau solide, qui fait 1400 km d'épaisseur, enveloppé par un noyau liquide à l'extérieur d'une épaisseur de 2000 km. Ensuite vient vers l'extérieur toujours un manteau inférieur et puis un manteau supérieur totalisant 2900 km d'épaisseur. Enfin, la croûte terrestre entre 10 à 70 km. La structure interne de la Terre est constituée d'enveloppes successives de propriétés pétrographiques et physiques différentes, séparées entre elles par des discontinuités, c'est-à-dire des séparations entre enveloppes. Ces enveloppes peuvent être regroupées en trois principaux ensembles. De la surface vers le centre de la Terre, nommé la croûte à l'extérieur, le manteau, puis le noyau au centre. Dans les 670 km les plus externes, la lithosphère et la sténosphère, formant deux ensembles déterminés par des propriétés essentiellement mécaniques. Où la lithosphère forme un ensemble rigide, solide, qui flotte sur un ensemble plastique de la sténosphère. Maintenant, quelques caractéristiques de ces enveloppes internes. Bien sûr, on veut dire le manteau et le noyau principalement. Ces caractéristiques ont été déduites à partir de l'analyse des ondes sismiques, des ondes P et S, c'est-à-dire primaires et secondaires. Ces ondes traversent le globe en se déplaçant avec des vitesses variant selon les couches qu'elles traversent et subissent des réfractions et des réflexions au niveau des discontinuités. La corrélation des données obtenues par les stations de mesure disposées tout autour du globe a principalement permis de déterminer l'épaisseur, les caractéristiques physiques et la constitution générale du manteau et du noyau. D'autres méthodes géophysiques ont par la suite approfondi la connaissance de la structure interne de la Terre et des mécanismes en jeu comme la tomographie sismique ou la gravimétrie. Cette structuration s'est effectuée ou s'est réalisée à l'AD1, peu de temps après l'événement de formation ou de constitution qu'on appelle l'événement d'accrétion. Cet événement est à l'origine de la Terre primitive, où les éléments chimiques constitutifs de la toute jeune planète, alors dans un état de fusion complète, se sont différenciés. Cette différenciation a permis d'abord la constitution de deux couches chimiques, un noyau ferronickelifère, fer-nickel, c'est-à-dire, et un manteau aluminosilicaté, SiAl. La croûte terrestre ou écorce terrestre est l'enveloppe la plus externe de la Terre, en contact direct avec l'atmosphère et l'hydrosphère à la surface, mais aussi la moins épaisse et la moins dense. Elle est subdivisée en deux entités de nature différente, la croûte continentale, rigide, solide, de composition acide, généralement granitique, granodioritique, et la croûte océanique de composition basique, c'est-à-dire il y a moins de silice par rapport à la première. La croûte océanique se forme au niveau des dorsales océaniques,
par fusion partielle des péridotites du manteau sous-jacent. Péridotite, ça veut dire qu'on est dans une zone ultra basique. Le magma remonte alors vers la surface et cristallise pour donner des roches basiques, basalte et gabbro essentiellement. Le manteau terrestre est la plus importante enveloppe de la Terre, représentant 60% du volume de la planète. Il est constitué de roches ultra-basiques dont la nature change avec la profondeur, c'est-à-dire l'augmentation de la pression et l'augmentation de la température, qui réorganise le système cristallin des minéraux. Le manteau est partiellement étudié de façon directe grâce aux inclusions de roches mantéliques du manteau, préservées, présentes dans certains complexes magmatiques qui affleurent aujourd'hui à la surface, comme par exemple les pipes comberlitiques. Cependant, aucun échantillon n'a une provenance supérieure à 400 km de profondeur. Ici, nous vous présentons quelques données sur la vie de notre planète au cours des temps géologiques. D'abord, les temps géologiques en 1. Vous avez sur la droite deux grandes ères ou ayants, le précambrien et le paléozoïque ou le primaire, lesquels sont bien entendu subdivisés en plusieurs périodes ou ères géologiques, encore d'autres subdivisions jusqu'à arriver à des subdivisions très, très fines. Vous avez à la droite de chaque bien sûr colonne, vous avez des périodes de formation de chaînes de montagnes. Ce sont des cycles de formation de chaînes de montagnes ou des cycles orogéniques. Plusieurs cycles orogéniques sont bien sûr produits au cours du précambrien. Pendant le paléozoïque, bien sûr, il y a le cycle orogénique calédonien, notamment dans sa partie inférieure. Sa partie supérieure, jusqu'au Permien, eh bien, est connue pour avoir engendré le cycle le cycle orogénique hercynien. Tandis que sur l'échelle de droite, nous avons le mésozoïque ou le secondaire, coiffé par les cénozoïques qui se terminent par le quaternaire, avec des subdivisions, bien entendu, d'aires géologiques, mais aussi de périodes et d'époques géologiques ou étages. Sur la partie droite de cette colonne, eh bien, vous avez le cycle orogénique alpin. Dans la partie de l'Afrique du Nord, notamment le Tel, en fait partie, puisqu'il a été constitué pendant ce cycle orogénique alpin. Ici, nous avons deux choses essentielles. En A, c'est l'évolution des vertébrés au cours des temps géologiques. Et en B, c'est l'évolution des invertébrés, toujours au cours des temps géologiques. Vous avez sur chaque diapositive, bien sûr, à gauche, les aires géologiques ou les périodes géologiques depuis le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Et vous voyez qu'à la base, au plus ancien, donc la vie aquatique, notamment connue pour avoir livré énormément de fossiles de poissons, et donc cette vie de poissons, bien sûr, a regagné un peu la terre ferme pour des tétrapodes, le développement des tétrapodes, des animaux, bien sûr, de grande taille, notamment, et à partir de là, bien commence à la fin du Paléozoïque, début notamment du Mésozoïque, eh bien, les dinosaures.
les dinosaures avec des dinosaures bien sûr sauropodes, c'est-à-dire herbivores, des dinosaures de reptiles qu'on appelle reptiles ptéropodes, donc carnivores. Et donc toute cette évolution, diversification des dinosaures, s'est terminée à la fin donc du Mésozoïque avec la crise Crétacé-Tertiaire. À partir de la fin du Mésozoïque, surtout au début du Cénozoïque, commencent bien sûr les primates, mais commencent aussi beaucoup de mammifères en général, et donc se développent considérablement jusqu'à la période actuelle avec le couronnement de l'homme que vous avez en haut à droite, donc dans les 3 derniers millions d'années, voire légèrement plus. Tandis que sur la partie des invertébrés, bien sûr, on connaît la vie bien sûr aquatique au départ pour les invertébrés, notamment vous avez les graptolites, vous avez les trilobites qui sont des fossiles connus, vous avez certaines formes bien sûr d'algues qui sont là. Vous avez le démarrage notamment au milieu du Paléozoïque, c'est-à-dire supérieur, commencent les céphalopodes. Les céphalopodes avec les orthocères, donc vous avez à droite, puis les goniatites, les cératites ensuite à la fin, mais vous avez aussi des brachiopodes, vous avez beaucoup de vers, des insectes qui commencent, et puis continuent aussi les céphalopodes avec les nautiles d'ailleurs, depuis le Mésozoïque, et qui existait encore actuellement avec 4 espèces. D'autres mollusques, notamment céphalopodes, donc continuent à évoluer, et à la fin du Mésozoïque ont disparu considérablement. Donc la crise qui a affecté les dinosaures les a affectés également. Donc vous avez aussi d'autres échinodermes, vous avez des foraminifères, de grands foraminifères, bien sûr, qui se développent, notamment l'unumilite, des gastéropodes, des échinodermes, des mollusques en général, notamment les bivalves, qui sont diversifiés pour connaître un peu la vie que nous connaissons aujourd'hui. Voici un peu cette introduction à la géologie. Il y a énormément d'autres disciplines de la géologie que je n'ai pas développées. Peut-être que nous aurons le temps donc de les connaître doucement avec vos questions qui seront bien sûr les bienvenues dans ce travail. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.